Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 11e art. On est ravis de vous retrouver pour ce format qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'il est question ici évidemment de football, il est question de plaisir, mais il est surtout question de s'enrichir. Que ce soit pour nous ou pour vous, on prend beaucoup de plaisir à écrire ces chroniques et à creuser des sujets qu'on ne maîtrisait pas forcément. Alors enrichir culturellement, hein. Parce que financièrement, financièrement, a priori, j'ai oui. pas de nouvelles. D'ailleurs, si bon, vous n'avez pas quoi faire, vous pouvez toujours nous mettre un peu d'argent. On vous rappelle que c'est 2P2L qui nous prêtent les studios gracieusement et c'est très sympa de leur part, le matériel aussi. Et c'est ce qui nous permet de nous exprimer tous les jours pendant cette Coupe du Monde. On prend un vrai kiff. Et on espère que vous aussi, n'hésitez pas à partager ce format qui est un peu un format de niche, mais en même temps... qui booste la culture générale de tout le monde, qui vous permet avant de démarrer un match de dire tu savais qu'à Haïti, à l'époque, en 74, quand ils font la Coupe du Monde... spoiler ces chroniques. Ouais, pardon, excusez-moi. Mais quand on travaille, on a envie d'en parler un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager parce qu'on a besoin de vous vraiment, plus que jamais. Et aussi pour montrer qu'on peut faire du foot et de la culture et que c'est pas antinomique. Et aussi un peu de politique. Et c'est justement le thème dont on va parler aujourd'hui, de politique, de colonialisme. Et, Un peu plus de football aujourd'hui. Et de Côte d'Ivoire, ouais, c'est vrai que ce sera plus axé football. On est dans cette 4e journée de Coupe du Monde avec toujours 4 matchs au programme. Hein, vous en avez l'habitude, on aura un Allemagne-Curaçao à 19h. Le Pays-Bas-Japon, pour l'apéro, ça, on va trouver des ouais, trucs. alors là, sympa. On croise les doigts pour le Curaçao qui ne se fasse pas éclater dès le premier match. On a ce petit Pays-Bas-Japon qui va être très sympa aussi, sympa, avec une carrément. équipe du Japon qu'on a hâte de découvrir. C'est à quelle heure? C'est à 22h? C'est à 22h, ouais, tout à fait. Et plus tard dans la nuit, pour les courageux, un Côte d'Ivoire-Équateur. On a un beau programme en vrai aujourd'hui. C'est clair. C'est le match qui va nous intéresser aujourd'hui, toujours comme prétexte, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Et ce Suède-Tunisie, je le disais, la Côte d'Ivoire, c'est le sujet qui t'a intéressé aujourd'hui et tu vas remonter au... Alors, il y a toujours eu un lien entre la France et l'Afrique. On parlait de sorciers blancs à l'époque quand les entraîneurs performaient, et puis bizarrement... Encore un peu, je crois. Là. Ouais, un peu, mais... Bizarrement, plus l'Afrique est montée en compétence, moins il y avait d'entraîneurs français. Ouais. C'est quand même une drôle de corrélation. Et je crois que tu voulais remonter un peu dans le temps, dans les années 90, et expliquer l'importance des premiers entraîneurs qui ont commencé à faire de la préformation en Afrique et qui ont un peu profité du système, si je dis pas de bêtises. Et à commencer par un entraîneur en particulier que ceux qui connaissent un petit peu le football connaissent très probablement. Déjà parce que c'est un ancien joueur et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup performé par la suite, pas mal celle-là, qui a beaucoup performé par la suite en tant qu'entraîneur et en tant qu'éducateur aussi surtout. C'est Jean-Marc Guilloux dont je veux parler, qui est donc un ancien international français qui a passé la majeure partie de sa carrière à Angers puis à Nice, qui a quand même été élu joueur du siècle à Angers, joueur du XXe siècle à Angers, donc joueur assez important. Et puis son passage à Nice aussi qui a été très intéressant. Il avait été élu meilleur joueur français du championnat, je crois. Et ils n'avaient pas connu Capel encore, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Le bon Pierrick Capel. Mais bon, c'est quand même... c'est quelqu'un qui a compté vachement à Angers. Qui lui a permis d'aller jouer la Coupe du Monde 78, quand même, un international assez reconnu, qui a pris sa retraite un petit peu plus tard, en 83, mais qui a toujours eu une passion pour devenir entraîneur, voire même, si je peux dire, éducateur. Même quand il jouait encore en tant que professionnel, il allait éduquer les gamins du club qui était à côté de chez lui. Oui, souvent ça ne s'invente pas. On dit souvent que dès le parcours professionnel, en fait, il y a une verve, il y a un intérêt pour... Exactement, et puis il a même fini sa carrière en tant qu'entraîneur-joueur à Neuchâtel, avant de vraiment prendre un poste d'entraîneur à partir de 1983 à l'AS Cannes. Moment qui est assez important puisque c'est à ce moment-là, à l'AS Cannes, qu'il choisit son premier adjoint, qui n'est autre que Arsène Wenger. Ok, ah oui, donc gros nom. Donc gros nom dès le début, alors pas connu à cette époque-là, parce qu'il est encore adjoint. Il n'est pas allé au Japon encore, il n'a pas bourlingué. En 1983, donc c'est encore très tôt. Il va continuer, lui, sa carrière, il va rester 2 ans à l'AS Cannes, il va aller faire encore une expérience après au Sevrette de Genève. Guillou ou Wenger? Non, Guillou. Pardon, je parle de Guillou. Non, je t'en prie. Et voilà, et puis une vraie passion pour le jeu. C'est vraiment un entraîneur qui a été très influencé par les grands entraîneurs des années 70, Albert Batteux, Rinus Michels et évidemment Johan Cruyff, dont il était très, très fan. Ce qui est quand même assez rare pour un entraîneur français à l'époque. C'est vrai.
mais tellement fan de Johan Cruyff qu'il a même appelé son fils Johan. Tu vois, Ah, c'est énorme. dire, ouais. Ok. Voilà, donc des idées de jeu un peu inspirées du football total, du jeu vraiment plutôt Séduisant, plaisant. quoi. Séduisant Exactement, et séduisant. protagoniste. Et justement, on parlait de la SCAN et c'est très intéressant parce que c'est à cette période-là qu'il va aller recruter un joueur qui va un petit peu changer sa vie. Un joueur qui s'appelle Youssouf Fofana, que certains, en tout cas peut-être qui ont grandi à cette époque-là, connaissent. Youssouf Fofana, qui est donc un homonyme du Youssouf Fofana qui jouait à Monaco, puis qui joue aujourd'hui à Milan. Qui reste un an à Cannes, c'est ça? Ouais, exactement, qui était un joueur ivoirien, un gaucher, un ailier très percutant, Ok, etc., ok. assez flamboyant. Moi, j'avoue, je connaissais pas, mais ouais. Ouais, bah, moi non plus, je connaissais pas, c'est un petit peu plus vieux, hein, 1984, voilà. Donc pas connu cette période-là. Et ouais, c'était un très bon joueur, mais c'était surtout un très beau joueur qu'on appelait un peu un diamant, un joyau, tu sais, les joueurs Ouais, un la peu pépite, bruts, quoi. un peu La les pépite voilà, à les joueurs un former, peu à bruts comme tailler, ça. quoi. Ouais, ouais. Exactement. Et moi, si je peux faire un comparatif par rapport à un autre joueur, alors pas du tout en termes de style de jeu, je pense que c'est pas du tout le même style, mais Sur le côté pépite à polir, quoi. voilà, Diamant exactement, à polir. c'est un peu Ryan Cherki. Je prends un Ouais, exemple ok. personnel que moi je connais bien, en l'occurrence, parce que je suis supporter lyonnais. Mais Ryan Cherki, je sais pas si tu te Ça rappelles. arrive à plein de gens bien. Ouais. Et pas mal de gens pas bien aussi, ouais. C'est vrai. J'ai remarqué ça dans les tribunes, il y a 2-3 mecs un peu C'est bizarres. vrai. Cherki, tu disais, Cherki, pardon. ouais, Cherki. En fait, Cherki, je sais pas si tu te rappelles, quand il a commencé à Lyon, il venait d'avoir 16 ans, je crois. Ouais, Et c'est un joueur qu'on a propulsé très tôt ouais, sur la ouais. scène, qui était extrêmement doué techniquement, qui jouait vraiment sur son talent en tant que joueur. Mais c'est un joueur qui a très rapidement touché un plafond de verre. Ouais, il stagnait en Il fait. On se stagnait disait, de ouf. waouh, il a pas de QI fou. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui arrivait à 16 ans et qui n'avait pas toute cette période de formation, en fait, toute cette Non, période de mais post-formation et d'accompagnement vers le niveau bien professionnel. sûr, ouais. Et On voit de plus en plus de jeunes, mais c'est pas la norme en voilà. fait de sortir Pas du tout, d'éclore ouais. à Tu vois, il y a 16-17 ans. tout le monde Oui, n'est pas oui, Lamine Yamal, bien quoi. sûr. Et du coup, Ryan Cherki, moi, il me faisait un peu penser, enfin, c'est Youssouf Fofana me fait un peu penser à Ryan Cherki dans le sens où il est arrivé, il a joué sur sa technique, mais il n'avait pas les compétences tactiques, le QI Il footballistique n'avait pas pour fini sa progresser. formation Il n'avait pas complètement, fini sa quoi. formation, Ouais. exactement. Alors Cherki, lui, a eu l'occasion de le faire parce que il avait la structure derrière qui lui a permis de s'améliorer. Il a aussi tombé sur des entraîneurs qui lui ont permis de faire ça. Mais c'est pas enfin, je ne sais pas si ça a été le cas de Youssouf Fofana, mais en tout cas, de l'observation de Youssouf Fofana, Jean-Marc Guillou a tiré un constat, c'est qu'en fait, le problème des joueurs issus d'Afrique de l'Ouest, enfin d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest particulièrement, ont tous à peu près le même profil, c'est que c'est des joueurs qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas les structures pour être accompagnés. Et c'est de là qu'il va avoir ce déclenchement où il se dit, OK, il faut que je vais aller m'investir vraiment dans cette zone-là. D'autant plus que ses résultats avec les différents clubs qu'il avait n'étaient pas flamboyants. Alors, il avait un jeu qui était assez attrayant, etc. Mais il était lui-même un peu frustré de ne pas réussir à mettre en place un jeu tel qu'il l'aurait aimé, avec des joueurs qui sont déjà très formatés sur le football européen, etc. Et lui, il voulait vraiment repartir d'un truc un peu d'une page blanche. Donc remodeler à la base Voilà, exactement. Repartir la de pensée foot des joueurs, la quoi. pensée foot des joueurs et instaurer toute une méthodologie qui lui voulait inculquer. Et c'est comme ça qu'il va partir en Côte d'Ivoire. Donc là, on est en 1992 à peu près. Et il va alors pas faire la rencontre, mais parce qu'il avait déjà rencontré justement dans le cadre du transfert de Youssouf Fofana, mais la rencontre de Roger Ouénien, qui est le président de l'ASEC Mimosa, qui est un des plus grands clubs de Côte d'Ivoire, qui au moment où ils arrivent en 1990, a déjà remporté 7 ou 8 titres, je crois, de champion de Côte d'Ivoire. Et donc, il va rencontrer cette personne-là qui, quelques années plus tôt, genre 3 ans avant, avait investi massivement dans un énorme terrain de 7 hectares qu'il avait acheté pour 600 000 euros. Alors, ça paraît énorme pour l'époque. Aujourd'hui, le terrain vaut 30 millions d'euros. Ah oui, Ouais. bonne affaire. Bonne affaire, voilà. Mais en gros, il a acheté ce terrain-là dans le but pour le club, Ouais. dans le but de créer tout un Centre centre d'entraînement, d'entraînement, etc. Et à ce moment-là, donc Jean-Marc Guillou arrive et lui dit, on va créer en plus du centre d'entraînement toute une académie, donc tout un centre de formation qui va permettre le développement de joueurs. Et du coup, quelle méthode il va utiliser? J'imagine qu'il arrive avec des idées un peu arrêtées. S'il veut changer la formation du foot, il doit avoir des préceptes bien définis à mettre en place. Ouais, des trucs alors à la fois très exigeants, notamment sur la sélection, parce que du coup, il va aller chercher les joueurs qui sont assez jeunes,
qui ont entre 12 et 13 ans. Les détections sont à partir de Oui, ce qui 12-13 est ans. l'âge de départ en centre de formation. Plus ou moins, ouais, exactement. Mais avec une exigence qui est très très haute. Il recrute uniquement les joueurs. Alors, il avait tout un système de calcul et d'évaluation des joueurs. Il va recruter uniquement des joueurs qu'il estime qui a 75% de chance de un jour rentrer en sélection nationale. D'accord. Donc c'est quand même un niveau d'exigence qui Dur à déceler à 12-13 ans quand Ouais, même. exactement. Mais du coup, En tout cas, c'est visiblement, ce qu'il met en place, quoi. on verra plus tard que visiblement ça a plutôt été efficace. Et à partir du moment où ces joueurs-là sont sélectionnés, ils bénéficient d'un accompagnement un peu XXL où Ah ils ouais. vont être en internat toute la journée, ils vont avoir leurs frais de scolarité Ah qui oui, vont c'est être du mises. sur-mesure. Voilà, tout est fait. Oui, ça change leur vie, Et quoi, tout est gratuit clairement. surtout. Ouais, C'est ok. ça qui est très important. Mais là où il est intéressant, c'est qu'il va beaucoup faire il va beaucoup faire progresser ses joueurs tactiquement et techniquement. Et notamment via un programme où en fait il va entraîner ses joueurs uniquement pieds nus. En Ah fait, ouais, ouais. Et en c'est fait, ça marrant. va forcer les enfants à améliorer leur toucher de balle, à améliorer leurs appuis, à faire en sorte que le jeu va plus vite. Et en fait, ça place un niveau d'exigence encore plus haut. Parce qu'en fait, quand tu joues pieds nus, si tu fais pas les gestes parfaits, bah, tu perds le ballon beaucoup plus qu'avec les chaussures où la chose est amortie, voilà, Ok, où tu ok. gagnes aussi un petit peu en puissance sur tes frappes, etc. Donc ça améliore la qualité technique des joueurs sur la précision qu'ils ont sur les passes, sur les Ça contrôles. leur flingue un peu les pieds, mais ça, c'est Alors pas... paradoxalement, oui, mais non. Ah ouais. Enfin, dans l'idée, oui, mais paradoxalement, non. En fait, c'était ce qui était assez impressionnant, c'est qu'il avait un taux de blessure qui était quasiment similaire à tout ce qui se passait dans les autres centres de formation à l'époque. Donc, ça n'a pas du tout été recensé comme tel, en tout cas comme problématique. Et puis, c'est une formation qui est en plusieurs étapes. Il y a la fameuse, justement, étape de la chaussure comme rite de passage, où justement les joueurs, au bout d'un certain moment, quand ils estiment qu'ils ont acquis suffisamment de compétences techniques, ils ont le droit de jouer avec chaussures. Mais tout ça est couplé à un truc très tactique et de groupe, de développement de groupe, où en gros, il y a des joueurs qui pouvaient gagner leurs chaussures, mais ils ne pouvaient pas jouer avec leurs chaussures tant que tous les membres de l'équipe n'avaient pas passé ce Ah passage. oui, donc en plus, ça responsabilise Voilà. vis-à-vis du collectif. Voilà, Ouais, exactement. c'est Et intéressant. ça, c'est dans la J'allais dire, logique du c'est football un peu comme Karate Kid, tu sais, où il remet son manteau et tout. Ah, rêve, je l'ai pas vu. C'est pas un film de ouf, mais t'as ce truc de, en fait, tu refais le geste tout le temps, et Ouais. une fois que tu seras en maîtrise, là, tu pourras faire de la vraie bagarre, tu Ok. vois. C'est un peu ça l'idée. Peut-être qu'il a vu Karate Kid, je sais pas. C'est j'ai pas sûr. l'info. Mais du coup, voilà, ça développe un truc très tactique qui est un peu aussi issu de cette passion pour le football total de Rinus Michels et de Johan Cruyff. Voilà, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des générations de joueurs qui sont très à l'aise techniquement et qui sont habitués à jouer aussi dans un jeu de possession collective, voilà, très axé sur la possession aussi, les déplacements collectifs tous ensemble, la coordination, etc. Et en plus, des têtes bien faites qui vont à l'école, qui, si jamais la carrière se passe mal, ce qui arrive quand même assez souvent dans une formation, peuvent rebondir derrière, quoi. Exactement, ouais. Et pour compléter tout ça, il y a donc adossé à eux un très gros sponsor qui est ce qu'on appelle la CIFCOM, qui est la première entreprise exportatrice de cacao dans le monde. Ok. Donc le cacao qui était la spécialité de la Côte d'Ivoire à l'époque. Et c'est donc la CIFCOM qui apportait toute la partie financière qui venait financer ces programmes de formation. Et dernière entité, dernière Importante, personne ouais. morale qui venait accompagner ce dossier, c'était l'AS Monaco. Ah ouais. Dans la continuité en fait de la relation qu'ils avaient eue à la SCAN, en fait, Jean-Marc Guillot et Arsène Wenger vont travailler ensemble sur la mise en place d'un partenariat entre l'AS Monaco et l'ASEC Mimosa. Et c'est comme ça que l'AS Monaco va financer aussi une partie du programme et qu'il va y avoir quelques connexions de transfert et de prêt Voilà, de joueurs. j'imagine que c'est intéressé Exactement. et qu'on va pouvoir... Alors c'était assez minimaliste, mais c'est quand même la première fois c'était une des premières fois où il y avait des un partenariats, investisseur un européen. investissement et des partenariats entre des clubs Ok. africains et des clubs Ok, européens. ok. Comme c'est un projet qui est hyper structuré, c'est quelque chose qui va marcher plutôt bien et assez rapidement. L'ASEC Mimosa va donc remporter. Alors c'était déjà un grand club, hein, donc c'était Ouais, déjà un tu club l'as qui dit, était ouais. plutôt bien positionné, mais ils vont remporter les championnats 93, 94, 95, 97, 98, Ah oui, 2000. il roule sur la Côte d'Ivoire, quoi. Exactement. Plus la Ligue des champions africaine en 1998. Et c'est peut-être ce petit titre-là, enfin petit titre, la Super Coupe d'Afrique, remportée donc l'année prochaine, l'année suivante, L'année pardon, d'après, ouais. face à l'Espérance de Tunis. Et en fait, entre l'année 98 et l'année 99, donc après l'année où il y a la Ligue des champions, tu sais, la Super Coupe, ça se joue toujours en début de saison. Ouais. Pendant ce mercato-là, ils perdent la moitié de leurs joueurs et en fait, ils se retrouvent à jouer la Super Coupe d'Afrique avec une moyenne d'âge de 19 ans.
Ah ouais, Ouais. genre les Et minots, voilà, exactement, face à le centre de l'Espérance. formation en fait Exactement. qui Bah, l'explosion du centre de ouais, formation ouais, avec face à l'Espérance du Tunis. ouais, Et donc, qui est ils une vont énorme remporter, équipe, africaine bien sûr, également, pour ceux tunisienne en l'occurrence. Et ils vont quand même remporter la Super Coupe d'Afrique avec une équipe âgée de 19 ans. Donc, c'est OK. dire un petit peu l'efficacité. Ouais, Enfin, c'est un ouais, peu, ouais. justement, cette Super Coupe d'Afrique, c'est un peu le symbole de C'est la l'efficacité de. consécration de la formation, Exactement. Guillou quoi, en gros. Exactement. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'ils deviennent ces joueurs, Non, alors, il y a un exemple qui est très marquant. Il y a évidemment plusieurs générations, hein, qui se sont succédées avec des très grands joueurs qui sont restés plus ou moins longtemps à la ZAC Mimosa. Mais l'apogée un petit peu de toutes ces générations, c'est la Coupe du Monde 2006, qui est la première Coupe du Monde à laquelle participent les éléphants de Côte Mmh. d'Ivoire et dans laquelle on retrouve 11 joueurs issus donc, du Mimos Sifcom, qui est le nom de l'académie. Et donc, il y a 11 joueurs issus de cette académie. Ouais. Yaya Touré et Kolo Touré, Gervinho, Kalou, Emmanuel Eboué, Didier Gros, Zokora, gros, gros Aruna joueurs quoi. Dindan, voilà. OK. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a qu'un seul très grand joueur ivoirien, le plus grand en l'occurrence, qui n'est pas passé par la ZAC Mimosa, par ce centre de formation. C'est évidemment Didier Drogba, Mmh. qui lui a fait plutôt sa formation en France, qui était déjà parti. Donc voilà, c'est le petit paradoxe un peu sympa. Ouais. Mais en revanche, Jean-Marc Guillou a ensuite essaimé son programme dans plein de pays dans le monde, au Mali, au Ghana, à Ouais, Madagascar, en j'imagine que toutes Égypte. les sélections voulaient que Guillou Voilà. vienne mettre son nez dans Bah, même le des clubs en fait qui devaient ouais, ouais, solliciter. ouais. En Égypte, en Algérie, au Maroc, au Vietnam, en Thaïlande. En fait, ça va devenir une Ah la franchise. vie de ouf qu'il a dû avoir ce Ouais, mec. ouais, exactement. Bah, l'académie Jean-Marc Guillou, c'est des trucs qui se sont développés un peu partout. Bon, ça paraît un peu le scénario idéal, le mec qui arrive et qui remet tout d'équerre et qui fait avancer les clubs, Qui crée tout mais même ouais, de A à Z. Il y a quand même un truc qui a l'air de revenir assez from souvent. scratch, comme disent les jeunes. Ah ouais, je savais pas. Ah Tu ouais. vois. Non, en même temps, je suis pas jeune, donc Non, c'est vrai, c'est vrai. mais il y a beaucoup d'expressions que j'utilise parce que je te côtoie, donc Ouais, c'est ça. c'est dire un peu. Merci pour ça d'ailleurs. Non, mais il y a un truc qui revient souvent dans ce que tu dis, c'est on va pas parler de pillage, mais il y a quand même un peu une notion d'utilisation et de joueurs qui partent assez tôt. La preuve en est, cette équipe de 17-18 ans qui gagne la Coupe d'Afrique. C'est Bon, que des joueurs qui jouent en Europe. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu triste à dire parce que évidemment, ça a eu un impact assez positif sur la sélection, sur le développement du foot, etc. Mais en fait, tout ce qu'a mis en place Jean-Marc Guillou, ça reprend quand même tous les principes de la logique coloniale. La première chose étant quand même ce qu'on va appeler l'extraction de la matière première brute. Alors, sur la question coloniale, on parle souvent des matières premières en oui, tant que oui, telles. oui, Là, le la matière sucre, première, en l'occurrence, ouais. c'est les joueurs qui vont du coup être pris dès le plus jeune âge, en fait, et façonnés pour être exportés directement en Europe, en Et l'occurrence, faire de l'argent dessus. et faire de l'argent en Europe. Et en fait, les gens, enfin les personnes qui vont capter la richesse principale de cette matière première qu'on appelle les joueurs en tant que tels, bah, c'est les Européens et Oui, c'est c'est pas pas du tout les les clubs, Ivoiriens. Ouais. Voilà, c'est pas les infrastructures. exactement. En Il fait, n'y a rien qui a ruisselé sur le football tu vas ivoirien. extraire dans un pays du Sud pour capter la richesse dans un pays du Nord. C'est juste la définition du colonialisme. Justement, le meilleur exemple pour ça, c'est Yaya Touré. Euh, Probablement peut-être le deuxième plus grand joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est donc parti libre de la ZAC Mimosa pour Beveren, le club belge, et qui, quelques années plus tard, sera transféré 30 millions d'euros entre le Barça et Manchester City. Il y a 0 euros, enfin si, il y a toujours de l'argent qui Oui, il y redescend a un un tout petit peu pour le club, pourcentage. mais c'est pas énorme. Mm. Mais il y a quand même très peu d'argent qui va être capté par le football ivoirien, les clubs ivoiriens, Mm. et les retombées économiques, elles se font pas en Côte d'Ivoire, elles se font en Europe. Donc ça, c'est un exemple De toute façon, citez-moi un transfert que vous avez en tête d'un club africain qui a vendu un joueur cher en Europe. Tu parles à une caméra, Alex. Ah, pardon. Ouais. Tu Non, veux mais c'est répondre? vrai, c'est vrai, bon exemple, bon exemple. Mais voilà, et puis même, en fait, l'idée de base, l'idée de dire, on va partir, on va aller là où tout est à faire, bah ça, c'est une logique qui est 100% coloniale, en fait. Oui, oui. En gros, c'est le principe de la terre vacante qui va attendre le civilisateur. En gros, la personne Le blanche va venir sachant, apporter quoi. la Ouais, compétence, ouais. voilà, dans un pays où il n'y a pas de compétences, où tout est Après, encore une sous-développé. fois, on n'est pas en train de Non. critiquer Guillou et de dire que ce qu'il a fait n'est pas bien, hein. C'est juste les instances, comment ça a été fait et comment ça En fait, je dis juste que tout ça repose sur une logique coloniale. J'ai Oui, pas oui, dit que oui. c'était du colonialisme pur et dur. Mais c'est important de le préciser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est ce qu'on appelle du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre juridique qui fait que c'est de la colonisation, mais il y a quand même des logiques et des manières de faire qui tiennent du colonialisme. Voilà, le côté exportation aussi, donc ça, je l'ai déjà un peu dit. L'idée de la main-d'œuvre enfantine.
jamais tu verras du travail d'enfants dans des pays Bien européens. sûr. En revanche, dans les pays africains, ça pose beaucoup moins de problèmes. Quand tu vas chercher les gamins à 12 ans, bon, ça, en l'occurrence, dans le football, c'est quand même quelque chose qui existe assez régulièrement. Mais En tout il y cas, a c'est quand même plus, encore plus un truc encadré. de la personne blanche qui vient dans un pays africain, qui va faire travailler les enfants. Ces enfants, d'ailleurs, qu'il appelle papa dans toute l'académie, donc un côté très paternaliste aussi, qui est un Roland un peu colonial. Voilà. Et puis il y a un dernier truc, c'est ce qu'on appelle la colonisation du désir. Donc c'est la logique, en gros, le fait de dire que d'entretenir un rêve, comme quoi tous les gamins peuvent devenir le prochain Drogba. Et c'est ça En le fait, plus dramatique en fait, dans ça cette rend histoire. la population un peu consentante. Ouais, ouais. Et ça, en fait, ça ancre justement cette idée de logique coloniale dans les esprits. De se dire, ah bah, grâce à lui, on va peut-être pouvoir faire ça. Et donc, Et tu sortir de ancres, la galère. voilà, et tu ancres l'idée qu'en fait, bah, les personnes qui viennent d'Europe peuvent t'apporter la compétence, alors qu'il y a des gens qui sont tout à fait compétents Bien aussi sûr. Ouais. dans ces pays-là. Et en quoi ce sujet des migrations, il est particulièrement important en Côte d'Ivoire? Alors, c'est une question qui est un peu large et qui se rapporte à une notion qu'on appelle l'ivoirité. Pour ça, je me permets juste de faire un petit contexte historique sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en gros, c'est un pays qui a pris son indépendance en 1960 et qui a prospéré un peu pendant allez, 30-35 ans sous le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, qui était l'ancien président. C'est comme ça que c'est comme ça que le pays est aussi devenu le premier exportateur mondial de cacao. Et voilà, et c'est un pays qui fonctionnait très bien, qui s'appuyait aussi sur une main-d'œuvre burkinabèse, parce que la Côte d'Ivoire est frontalière Au avec le Burkina Burkina. Faso? Voilà, et au moment de la mort de Félix Houphouët, c'est Henri Konan Bédier qui va prendre le relais. Le problème, c'est que ça, il arrive dans un contexte d'effondrement économique où justement le cours des matières premières est impacté par les différents chocs pétroliers, financiers, etc. Et ça va s'accompagner forcément d'une montée de tous les discours un peu nationalistes, xénophobes. Et c'est lui, le président, qui va intégrer cette notion d'ivoirité, D'ivoirité? qui est vraiment une notion xénophobe, en fait, de savoir Ah ouais. est-ce qu'il y a des vrais, enfin, Ah oui, on qui va sont les, classer la population, voilà, quoi. qui sont les vrais bons Ivoiriens et les mauvais Ivoiriens. Et il faut savoir que jusqu'à ce que Henri Konan Bédier soit président, la Côte d'Ivoire était un pays qui vivait plutôt en harmonie. Il y avait plusieurs ethnies, il y avait plusieurs religions, il y avait plusieurs cultures qui vivaient vraiment en harmonie. C'était un pays qui fonctionnait très bien, dû à la prospérité aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc lui, il va intégrer cette notion avec deux lois qui sont très importantes. L'interdiction pour... Donc, pardon, il y a deux communautés qui vont être un Ouais, peu scindé et qu'on scindées, va opposer, voilà, en qu'on va gros. opposer exactement. Les chrétiens du Sud, dont fait partie justement Conan Bédier, et les musulmans au nord, et notamment toute l'immigration burkinabèse va faire partie de cette partie-là. Et donc, on va poser deux lois. La première loi, c'est l'interdiction pour toutes les personnes qui n'ont pas un père et une mère d'origine ivoirienne de devenir président de la République. Alors ça, c'était une loi qui était particulièrement ciblée pour faire en sorte que l'un Ah, des candidats, l'opposant l'opposant qui, en gros, principal, avait un de ses parents. Ok. qui était Alassane Ouattara, qui est Ah donc ouais, ouais, ouais. aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire, puisse être élu. Et il y a une deuxième loi très importante, c'est une loi sur le domaine foncier rural qui, en gros, interdit les faux Ivoiriens, en l'occurrence les Ivoiriens musulmans, de posséder des terres de cacao, ce qui est quand même la principale Ah oui, ressource. d'accord. Donc impossible de s'enrichir, en Voilà, gros. exactement. Et donc ils étaient opprimés juridiquement, économiquement et même racialement, enfin culturellement, religieusement, je veux dire. Le petit cocktail bien pourri qui laisse présager Voilà, forcément un bain de sang, quoi. exactement. Bah forcément. Donc ça, c'était en 80. Les lois se passent jusqu'à 98, je crois. Et donc, forcément, la cocotte se réchauffe, et au bout d'un moment, ça explose jusqu'en 2002, où là, tu as une rébellion militaire donc, du nord, la partie nord où étaient les musulmans, qui va se rebeller, va attaquer la partie sud, donc vraiment une guerre civile. Ouais. Et donc, il va y avoir tout un conflit qui va durer pendant plus de 9 ans, qui vont donc opposer les musulmans et les chrétiens. Ça va entraîner plus de 4000 morts, il va y avoir plus d'1 million de déplacés. Et donc c'est ce qu'on va appeler une guerre des identités,
et que les chercheurs ont aussi appelé une guerre des papiers. En gros, ce qui est important, c'était l'identité de chacun. Et donc, ça va prendre fin en 2011. Mais pendant cette guerre, il y a plein d'événements assez marquants qui vont être reliés au football. Et bon, Oui, l'histoire, on on la s'en connaît un souvient, petit ouais, peu. les prises de position Voilà, notamment. les Et, prises de position de Didier Drogba. Et c'est là que c'est intéressant, en fait, c'est qu'on a beaucoup parlé de Didier Drogba, mais en fait, la sélection nationale, notamment pendant toute la période 2005-2007, donc avec tous ces joueurs dont je parlais, issus de l'Académie ouais, Jean-Marc ouais. Guillou, Oui, euh, on retrouve finalement. exactement, qui étaient issus d'un peu partout dans le pays, en fait, toute cette sélection-là va incarner ce qu'on appelle l'anti-ivoirité. En fait, enfin, contre tous les discours xénophobes, nationalistes, etc. Parce que ça va être une sélection qui va être multiculturelle, multiethnique. Il va y avoir plein de chrétiens du Sud, en l'occurrence Drogba, Didier Zokora, Emmanuel Eboué, c'était des chrétiens du Sud, qui vont jouer avec des musulmans du Nord. Kolo Touré, Yaya Touré, Baki Koné aussi, et qui vont aussi jouer avec des immigrés maliens et burkinabés qui vont donc composer une équipe qui va être multiculturelle. Et c'est pour cette raison-là que un soir d'un match, donc le 8 octobre 2005, il y a une victoire face au Soudan qui qualifie donc la Côte d'Ivoire pour sa première Coupe du Monde, un match de Oui, qualification. parce que c'est Voilà, ouf qu'ils aient jamais fait de Coupe du Monde voilà, avant 2006, exactement. mais Et donc là, c'est le cas. Drogba va s'emparer du micro et va dire du nord au sud, du centre à l'ouest, les Ivoiriens ont prouvé qu'ils pouvaient coexister. Puis à ce moment-là, il tombe à genoux avec toute l'équipe qui ils implorent le pardon et ils demandent justement au gouvernement, à la fois le chef de la milice du Nord et le président, de déposer les armes, de faire un cessez-le-feu qui va tenir T'as quand même une des mecs certaine qui période. transcendent leur sport, mais d'une Ouais, puissance, ouais. Puis c'est en ouf, quoi. termes de charisme, Didier Drogba, c'est quand même pas mal. Puis il va rééditer à peu près la même chose en 2007. Il y a un match qui va jouer pour la première fois en Côte d'Ivoire, enfin dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui était une zone de guerre. Et pareil, à ce moment-là, il va faire en sorte que donc Guillaume Soro, qui est le chef de la milice du Nord, et Laurent Gbagbo, qui est le président du Sud, se retrouvent dans le stade ensemble, chantent l'hymne ensemble. Et voilà, et donc c'est un symbole, et Ouais, pareil, une vision ouais. qui était très très forte. Donc voilà, Didier Drogba, Oui, qui semblait complètement inenvisageable tout à fait si Drogba inenvisageable. n'avait pas mis son nez dans le. Et voilà, et donc on parle de Didier Drogba, mais c'est vraiment la sélection de manière générale qui a aussi insufflé cette dynamique et dans laquelle les Ivoiriens pouvaient se représenter en tant en tant qu'équipe multiculturelle. Hmm. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé en 2024, pardon, À au la moment de CAN? la CAN, ouais. Ouais. Pour le coup, là, le rôle est inversé, puisque en 2011, c'est Alassane Ouattara qui va être élu, il va changer un petit peu les lois, il va faire en sorte de retourner un peu la situation, de casser les questions d'ivoirité et tout. Pas la Euh, retourner en faveur des musulmans, juste de oui, de la l'équilibrer, quoi. compromettre. Alors Ouais. après, il a aussi été source de plein de débats. Il a éliminé, enfin pas éliminé, il a éliminé juridiquement ses opposants, ce qui fait qu'il a brigué un troisième mandat alors que c'était interdit. Bref, Tout n'est pas net non c'est plus. plus Ouais. noir que blanc, on va pas se Hmm. mentir. Mais du coup, il y a moins cette question d'ivoirité, mais par contre, la question de la représentation de ce qu'est la sélection ivoirienne est toujours assez centrale. D'autant plus que avant, en 2020, en 2005, pendant le conflit, c'était quand même des joueurs qui étaient issus de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a quand même toutes les conséquences de la logique coloniale dont je Oui, parlais oui, tout à oui, qui l'heure, débouche à quelque chose. voilà, C'était pas gratuit, c'était pas juste voilà, exactement, avec des joueurs qui donc se sont exportés de plus en très plus jeune. tôt, très jeunes. Et en fait, ces joueurs-là, de naissance, comme on peut le dire, parce qu'ils ne sont pas nés sur le sol ivoirien, mais c'est des joueurs qui sont nés justement en Europe, avec des familles qui avaient émigré plutôt en Europe. Et donc, c'est des gamins qui sont français, enfin, ivoiro-français, ivoiro-anglais, ivoiro-néerlandais. Et donc, tu as encore une fois une question de multiculturalisme, mais qui est totalement différente de l'équipe de 2005, qui, elle, était multi-ethnique, multi-religieuse, mais pas du tout multi... Mais ancré dans son voilà. pays, enfin du moins avec les réalités politiques de son pays, Exactement. avec la pleine conscience de ce qui se passait dans le pays. Et Exactement. ça, c'est pas une question de jugement, c'est juste factuel. Quand on vit à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile d'être connecté avec les gens. Jules, plus tard, vous fera une super chronique sur les binationaux et Ouais. on en parlera aussi. Mais voilà, on n'accuse personne, c'est juste Exactement. pour dire. Mais du coup, c'est très intéressant de voir qu'en 2026, la sélection de Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, et c'était encore le cas en 2024 lorsqu'ils ont gagné cette CAN un petit peu sortie de nulle part, la sélection de Côte d'Ivoire incarne toujours la fierté ivoirienne, l'anti-ivoirité comme elle était présentée en 1995 au moment Ça a du été nouveau président. transmis, Voilà, qu'importe ça leur a lieu été de transmis. naissance. Et ce qui est marrant, c'est que 96% de la population aujourd'hui ne joue plus au pays. Il n'y a qu'un seul joueur de la sélection sur la Coupe du Monde qui joue au pays. C'est le troisième gardien.
Ouais, donc le paradigme est complètement voilà. renversé par Et rapport pourtant, la à... sélection est encore extrêmement importante dans l'imaginaire collectif. Donc je trouve que c'est une belle leçon de morale de se dire inspirez-vous du multiculturalisme plutôt que de créer de la radicalité et laisser peut-être les discours xénophobes et nationalistes de côté, puisqu'on voit bien que c'est pas productif et que l'inverse est pour le coup l'est. Voilà, je trouve que c'était une belle leçon de morale de parler un petit peu de cette équipe de Côte d'Ivoire, dont j'espère qu'ils vont faire quelque chose un peu sur cette Coupe du Monde. Très fort comme ils l'ont fait en probable 2024, d'ailleurs. ouais. Merci, il n'y a pas grand chose à rajouter à cette magnifique conclusion. Je me suis régalé à t'écouter, c'était très enrichissant, très intéressant. On espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve demain pour une prochaine session avec nous.